je me dis, ben voilà, c'est ma faute. L'enfant, il prend toujours tout comme une petite éponge. C'est toujours de sa faute. Et il se dit quoi? Et il se dit finalement, le premier acte que je pose dans cette vie, la première chose que je fonde en arrivant au monde, c'est faire du mal à ma mère. Je me sens coupable. Et quand on est coupable, qu'est-ce qu'on mérite? Punition. Merci. Ça veut dire que je vais, dès cet instant, j'ai 3 semaines, je mets en place le 3e boulet, le plus fort, le pire de tous. C'est-à-dire le boulet de la culpabilité qui va générer quoi? Qui va générer tout un tas de schémas d'auto-punition. Et l'auto-punition, c'est une catastrophe parce que nous sommes les pires juges et les pires applicateurs de peine pour nous-mêmes. Donc je peux aller d'une simple petite punition qui va déjà bien m'enquiquiner dans la vie, mais par exemple, chaque fois que je vais être sur le point de faire quelque chose de bien, de sympa, de réussir, même au niveau affectif, je vais me retrouver à dire ou à faire quelque chose dont je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui m'a pris d'avoir dit ça ou d'avoir fait ça? Je ne vais pas comprendre. Je vais faire ce qu'on appelle un sabotage. On connaît le sabotage. Hein. Mais il peut y avoir aussi dans ces palettes d'autopunition des choses qui vont être beaucoup plus enquiquinantes, c'est-à-dire que je vais passer dans la phase d'autodestruction. Et là, par des maladies, par des accidents. Voire même, parce que ça existe, voire même des passages à mourir. C'est-à-dire que j'ai fait tellement mal à ma mère que je ne mérite pas de vivre. Et un jour ou l'autre, je passerai là à l'acte. Et nous avons vu hier, à un moment donné, dans les matrices que nous a citées Nicole, et puis dans les questions qui ont été posées, les enfants qui naissent et qui naissent cyanosés et qu'on est obligé de réanimer. Mais dans ces enfants-là, et moi j'en ai accompagné des gens qui ont vécu ça, il y a des passages à l'acte. Je ne mérite pas de vivre. Ok? C'est terrible, hein, les culpabilités. Alors bon, nous avons quand même une belle palette ici. Hein. Alors on a déjà 3 croyances, juste pour cette empreinte de non-désir, qui vont se réactiver tout au long de notre vie. Mais figurez-vous que ce n'est pas tout. C'est pas tout parce qu'à partir de ça, eh bien, il va falloir que je mette en place des stratégies. Quelles stratégies? Des stratégies, déjà, pour couper la douleur. C'est horrible de se dire que ma mère ne m'aime pas et que je suis rejetée. C'est insupportable. Ça veut dire que la première stratégie que je vais mettre en place, par exemple, c'est pour couper la douleur. Et je peux choisir, par exemple, de m'anesthésier. Rideau. Terminé. Je ne sens plus mes émotions. Je me coupe carrément de mes émotions. Ce qui veut dire quoi? Que pratiquement, je vais rester dans la tête et ça va tourner beaucoup dans ma tête. Mais par contre, je ne suis plus capable de rien ressentir. Ici, coupé, vous savez, c'est une grosse tête, un petit corps. J'ai eu un jour une dame, c'est un cas vraiment assez rare, une dame un jour qui est venue dans mon cabinet et puis que j'ai interrogée sur son histoire de vie. Et elle me dit, je suis un peu enquiquinée parce que moi, les émotions, je n'en ai pas. Je lui dis, est-ce que vous êtes mariée? Oui, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Ah, d'accord. Et est-ce que vous aimez vos enfants? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Je sais que je les aime. Je sais. Une femme qui a été dans le devoir, qui a fait tout ce qu'il faut. Parce qu'elle savait que quand on a un enfant, on le soigne, on le nourrit, on le loge, mais il n'y avait rien ici. Rien pour eux, rien pour son mari. Ça n'existait pas, cette sphère-là. Hein. Bon, c'est vraiment un cas unique. Hein. Alors on peut être plus ou moins coupé de ses émotions. Hein. D'ailleurs, en général, il y en a une de laquelle on n'est jamais coupé, c'est la peur. Hein. Mais bon, mais cette femme-là n'en avait pas. Elle était totalement anesthésiée. Hein. Ok, bon. Alors, où en étais-je? Eh bien oui, donc nous avons d'autres stratégies pour nous couper de cette douleur insupportable. Je peux aussi arrêter de penser. Vous savez, arrêter de penser, c'est-à-dire que je ne vais plus y penser. Bien, on ne devient pas bête, je vous rassure, hein, même si parfois on va en avoir l'impression plus tard. Moi, plus tard, quand j'étais une adulte, j'ai eu l'impression que j'étais bête. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moments où je n'avais plus carrément mes facultés. Vous savez, il y a des moments émotionnellement forts où tout d'un coup, il y a un blanc. Rideau. Et on se dit, mais enfin, punaise, où suis-je? Eh bien, non, c'est que tout d'un coup, c'est ce mécanisme-là qui se réactivait. Okay, ça, c'est la première stratégie. Mais maintenant, il en faut une deuxième. Parce que je suis un petit embryon, je suis dans le ventre de ma mère. De quoi est-ce que j'ai absolument besoin pour continuer à vivre?
D'amour, oui, merci, d'amour, bien sûr. Parce que, voyez-vous, dans ce moment où ma mère, j'en ai l'impression, me rejette, où je me sens abandonnée, quelle est, à votre avis, ma première envie? Quand je suis débordée par le désespoir, de quoi j'ai envie? M'en aller. En fait, on retrouve qu'on a parfois envie de disparaître. On veut s'en aller, on veut retourner de là où on était. Je suis vraiment pas accueillie, c'est une horreur. Sauf que nous tous qui sommes ici, et pour ceux qui ont vécu ce genre d'empreinte, eh bien on est là. Ça veut dire que quelque part on s'est accroché. C'est génial. On s'est accroché. Et on le ressent. Hein. Un jour j'accompagnais une dame, elle a senti le moment où ça basculait. Hein. Vous savez, quand l'œuf vient se fixer dans la paroi de l'utérus, eh bien c'est déjà un moment important qu'on retrouve, hein, quand on sophranalyse, on retrouve ce moment où on arrive dans l'utérus, parce que c'est un grand trou quand même, hein, et puis on va se laisser descendre, hein, c'est déjà un moment important. Et puis bien sûr, on s'accroche. Eh bien, il a fallu que nous nous accrochions, sinon nous ne serions pas là. Et pour s'accrocher, il faut une sacrée force de vie. On la sent, elle est là, cette force de vie. Mais c'est pas suffisant, j'ai quand même besoin d'amour. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour avoir un peu d'amour de cette mère-là? Autrement dit, c'est même pas tenter d'être aimée que je veux, c'est juste qu'elle fasse un peu attention à moi, que je sois un peu vue. Mais il y a plein de stratégies aussi, hein. C'est ça qui est génial. Il y a une diversité humaine fantastique. Hein. Autrement, on s'ennuierait. Hein. Et par exemple, je peux décider de lui plaire, de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle m'aime. Autrement dit, je vais être l'enfant parfaite. Vous savez, la petite fille ou le petit garçon, on dit toujours, oh ben il est super, lui, il fait tout bien, il est poli, il va bien à l'école, il fait bien ses nuits, il est génial. Hein. Et puis il répond à tous les besoins de maman. Hein. Papa aussi, hein, il y a des longs désirs avec papa, hein, attention. Sauf que cet enfant-là, il répond à tous les besoins de ses parents, mais les siens propres. Un coup de sifflet bref. Hein. Ça, ses besoins, lui, il les oublie, il va marcher dessus. Puis à force de marcher sur ses besoins, ben, ça finit par exploser un jour, hein, avec une frustration énorme. Ça fait aussi des gens qui sont beaucoup dans le sauvetage également, hein, qui font plaisir aux autres, toujours plaisir aux autres, mais à eux, jamais. Ça fait des cocottes minutes, hein, tout ça, au bout d'un moment. Okay, mais je peux mettre en place d'autres stratégies. Je peux par exemple décider de me faire remarquer. Et je peux me faire remarquer en lui donnant des coups de pied, en étant un grand rebelle, elle va bien être obligée de me voir. Je peux aussi essayer d'avoir un peu son attention, par exemple en décidant de lui prouver ma valeur. Je vais travailler dur, je vais être fort, je vais être quelqu'un de bien. Et il y en a un qui arrive à des ascensions pas possibles. Tout ça juste pour prouver à leurs parents qu'ils sont quelqu'un qui a de la valeur. Ça en fait des choses, hein. Alors, chacun sa stratégie. Hein. Sauf que, vous voyez que là, autour d'une seule empreinte, et nous avons pris l'exemple de l'empreinte du non-désir, eh bien, il y a déjà toutes ces croyances qui vont boucler et reboucler, jusqu'à l'âge adulte, taper de plus en plus fort, plus ces stratégies de survie. Mais ces stratégies de survie, pour tenter d'être aimé, pour moins souffrir, à un moment donné ou à un autre, elles se retournent aussi contre nous. Pourquoi? Parce que si je décide, par exemple, de travailler dur, si je décide de travailler dur, je vais tellement travailler qu'à un moment donné, je pourrais mettre à mal mon système cardiaque. Hein. Si je décide d'être quelqu'un, par exemple, je décide de me débrouiller toute seule, parce qu'il y a aussi des stratégies de déni. Je me fais croire que je vais y arriver. Toute seule, besoin de personne, même de ma mère. Je peux me faire croire ça. Sauf que je vais effectivement y arriver tout seul, je vais me débrouiller, je vais atteindre de l'autonomie et tout, mais à un moment donné, j'irai plus vers les autres. D'abord parce que je ne saurais pas demander aux autres, je ne veux surtout pas demander aux autres. Et puis en même temps, je vais petit à petit m'isoler. Donc ça va se retourner contre moi. Ça veut dire que quelque part, à chaque fois, je vais quand même revenir toujours à ces stratégies d'autopunition qui sont liées à mes culpabilités. Vous me suivez? Je voudrais qu'on voit rapidement comment est-ce qu'on va aider cet enfant, ce petit embryon, pour que vous compreniez en quoi consiste une renaissance. Parce qu'il s'agit bien de renaissance. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir, en tant qu'adulte, lui raconter à cet enfant coincé là dans sa pensée magique pour le sortir de ça? Je vais commencer par lui dire quoi? Comment est-ce qu'on fait les bébés? Oui, on l'a vu à deux, hein. C'est très beau dans le film, hein. Vous avez vu ce couple, c'est génial. Un homme et une femme qui font l'amour, c'est top. Autrement dit, si c'est un homme et une femme qui font l'amour, à qui appartient la responsabilité pour faire l'enfant? À l'enfant ou aux adultes? Aux deux, j'entends. Aux deux.
bien, oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que même si vous avez la croyance, et on le retrouve, et on va le retrouver aussi dans ce travail, que vous avez choisi vos parents, ben oui, bien sûr, mais en tant que petite âme non incarnée, est-ce que c'est vous qui avez forcé vos parents à faire l'amour? Est-ce que vous avez mis un petit pistolet sur leur tempe en leur disant, bah dites donc, maintenant, vous allez faire ma première cellule, hein, et que ça saute? Non. C'est pas comme ça que ça marche. La responsabilité de créer cette première cellule, elle appartient à 100% aux parents. De toute façon, si c'est pas vous qui vous incarnez, vous inquiétez pas, il y en a une flopée d'autres en attente en orbite. Hein. Il y a de la demande, hein, c'est important, cette vie sur Terre. Comme le disait le sage, là, qui disait, waouh, on me proposerait toutes les autres galaxies, je prendrais quand même la Terre. Oui, parce que c'est un lieu magique, c'est un lieu où on se réalise. C'est une superbe école. Donc vous l'avez compris, quand lui, l'embryon, il entend ça, et qu'il réalise qu'en fait, ben, c'est pas sa faute, mais ça change tout. Ça veut dire que toutes les stratégies de culpabilité et d'autopunition que j'avais mises en place, pouf, tout ça, ça fout le camp. Vous voyez, ça c'est une métaphore, ce que je vous montre, la ligne du temps. La réalité, c'est le temps présent. Tout se passe en temps présent. Quand la personne vit, par exemple, alors c'est une renaissance, non pas au sens de Nicole, hein, dans le sens où je vais vivre ma naissance, c'est une renaissance dans le sens de renaître à soi-même. C'est lâcher les vieilles croyances, hein, on va voir pourquoi, après on verra le sens, pour en mettre en place de nouvelles. Ça se fait simplement en relaxation. Vous êtes assis dans le fauteuil, là, voilà. Ça suffit pour vivre ça. Et à ce moment-là, tout de suite, on va dire que toutes les énergies qui étaient bloquées par la croyance de culpabilité, eh bien, tout ce qui faisait des nœuds là, dans vos circuits énergétiques, se libère instantanément. Instantanément. C'est une transformation immédiate. Et puis, c'est pas fini. On va descendre encore un petit peu plus loin. Finalement, on a aussi un spermatozoïde et un ovule. On est dans la continuité du film. Et ça n'a pas été donné dans le film, mais ce sont deux cellules animées. Vous vous souvenez de votre premier cours en sciences naturelles, la différence entre la matière animée et la matière inanimée? La conscience. C'est la conscience qui anime ces cellules. Et la conscience qui anime ce spermatozoïde et cet ovule, c'est pas la conscience de M. Dupont ou de Mme Tartampion. C'est la conscience des parents, forcément. Et quelle est cette conscience qui va les animer? Parce qu'ils bougent beaucoup, le spermatozoïde et l'ovule, hein, vous vous en êtes rendu compte. Est-ce que c'est les pensées des parents, la conscience superficielle, ou est-ce que c'est la conscience profonde, celle qui est reliée à l'âme, justement, à votre avis? Oui, à l'âme. Sauf que, vous le dites, ça le murmure, mais on n'en est pas complètement sûr. Hein. Il y en a certains qui ne sont pas complètement sûrs. Alors, je voudrais vous le prouver. Vous savez, moi, je suis scientifique, hein, et je suis comme saint Thomas. Ça fait 12 ans que j'accompagne les gens, aussi bien en sophranalyse, 6 ans que je les accompagne en constellation familiale, et tout ce que je vous donne là, c'est juste ce que j'ai vécu. Saint Thomas, c'est Saint Thomas. Ça veut dire que moi aussi, j'avais des tas de croyances avant. Mais ce que je vous donne, c'est vraiment le résultat de la recherche. La recherche que j'ai faite grâce à tous les gens que j'ai accompagnés, et ça en est là aujourd'hui. Eh bien, effectivement, ce spermatozoïde et cet ovule, moi, je vais vous raconter leur histoire. J'accompagne des couples qui sont atteints de stérilité non organique. Ça veut dire que ces gens-là sont parfaitement sains au niveau du corps. Le monsieur a de beaux spermatozoïdes, mobiles, nombreux, hein, pas trop de double queue et de machin qui tourbillonnent comme on a vu dans le film. Et la dame a de beaux ovules, impeccables. Et ils font l'amour aux périodes fécondes. Fantastique. Ils ont une seule pensée en tête. On veut un bébé, on veut un bébé, on veut un bébé. À l'unisson, vous voyez. Sauf que le bébé ne vient pas. Parce que l'âme, elle dit non. Pour qu'un bébé soit là, il faut que l'âme des deux parents ait dit oui à celle du bébé. Et ça change tout. Ça change tout de savoir ça. Même des gens que j'ai accompagnés qui sont issus d'un viol. Parce que souvent, c'est la question qu'on dit, oh, mais alors il est viol, alors, c'est pas possible. Hein. Eh bien si, on le retrouve. On retrouve le oui des deux âmes. Mais on ne le retrouve pas dans la tête, on le retrouve là. De la même façon qu'on retrouve le moment de la conception. Et ce moment de la conception, comme ce moment de la rencontre entre notre âme et celle de nos deux parents, savez-vous ce que c'est? C'est quelque chose qui est à l'échelle cosmique. C'est comme une explosion nucléaire, de joie, d'énergie. C'est fantastique. Je vous le dis dans la tête là, mais je vous invite à le vivre dans le cœur, dans les tripes. On va voir après pourquoi on peut être issu d'un viol et justement quel est le sens, parce qu'on va finir par le sens bien sûr. Tout ça a du sens. Hein. Mais vous rendez-vous compte que là tout d'un coup,
je lâche mes culpabilités,